Nous commençons notre étude des structures linéaires avec une structure a priori très simple, le tableau de taille fixe. Alors, même si elle est simple, elle nous permettra d'illustrer un ou deux concepts intéressants. Donc, un tableau de taille fixe, on voit là un exemple, il est caractérisé par deux éléments essentiels, alors qui seront toujours présents d'une manière ou de l'autre, même si parfois ils ne sont pas immédiatement visibles. C'est un pointeur vers le début des données, ici je l'ai appelé data, et puis un nombre de données stockées dans ce tableau de taille fixe, que j'appelle taille. Et ce qui caractérise le fait que c'est un tableau, c'est le fait que les données sont organisées en mémoire dans des emplacements mémoire consécutifs. Alors, pour stocker donc notre tableau de taille fixe, on aura besoin de deux valeurs qu'on va garder. Alors ici, je les ai représentées, donc ma classe tableau taille fixe. Elle a un entier constant, la taille, et puis elle a un pointeur ou un tableau, n'importe, euh, vers les données qui sont donc de taille. Alors, les opérations possibles sur un tableau de taille fixe, il n'y en a pas beaucoup, essentiellement parce que comme la taille est fixe, on ne peut pas insérer, on ne peut pas supprimer d'éléments. La seule chose qu'on peut faire, c'est accéder aux éléments. Mais y accéder, c'est une opération très efficace. C'est une opération en temps constant parce que, typiquement, il va suffire de calculer l'adresse. Et pour calculer l'adresse de l'élément à l'indice i, typiquement on travaille avec des indices qui vont de 0 au nombre d'éléments moins 1, eh bien, pour calculer son adresse, il suffit de prendre l'adresse du début, donc l'adresse de 0 qui ici est data, et d'y ajouter i fois la taille de chacun des éléments. Alors ça, c'est quand on travaille avec des adresses mémoire, euh, sachant bien que si on travaille par exemple des pointeurs en C++ ou en C, le type du pointeur va faire ce fois taille de élément. Et donc on aura juste besoin de faire plus i. Mais au niveau physique, au niveau de la mémoire, c'est bien plus i fois la taille de l'élément. Alors, si on considère les différents langages de programmation que vous connaissez, en C et en C++, les tableaux de taille fixe, ils sont disponibles nativement. Donc, quand vous déclarez une variable et que vous mettez un crochet avec un nombre d'éléments derrière, vous déclarez un tableau de taille fixe. Alors, il y a une limite, c'est que dans ces deux langages, la taille des tableaux, elle doit être fixée à la compilation. Donc, ça doit être des expressions constantes au moment de compiler. Euh, alors, cette limitation, elle a été levée pour le C à partir de C99. En C99, vous pouvez déclarer des tableaux dont la taille n'est connue qu'à l'exécution. Par contre, le comité C++ a refusé de standardiser cette pratique, arguant qu'elle était inefficace parce que les tableaux déclarés comme ça seraient déclarés dans l'espace qu'on appelle la stack et pas sur le heap, qui est la partie de la mémoire où on crée des variables dynamiques et qui aurait des pertes de performance à le faire comme ça. Cela dit, certains compilateurs, GCC notamment, vous permettent de déclarer des tableaux de taille variable, enfin fixe, mais fixé au moment de déclarer la variable et pas au moment où vous compilez votre programme. Alors, néanmoins, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe si on veut mettre en œuvre un tableau de taille fixe, mais fixé à l'exécution en C++. Alors, on va voir à quoi ça ressemblerait. Donc, on veut le faire à très bas niveau, et donc notre pointeur data, ici, on va le déclarer comme un pointeur vers des octets, des bytes en anglais. Alors, en C++, on n'avait pas jusqu'à récemment de type byte, donc on pourrait utiliser les unsigned chars. En tout cas, ce sont des adresses physiques qui vont se suivre l'une après l'autre. En C++17, on pourrait utiliser standard byte qui était introduit, mais avant C++17, on est obligé d'utiliser le type char, ou sa version signée, ou sa version non signée, un choix. Ce qui nous intéresse ici, c'est la fonction privée PTR, qui donc reçoit en entrée l'indice de l'élément auquel on veut accéder. On veut y accéder en recevant son adresse, et elle retourne bien ce qu'on avait dit précédemment. Donc le pointeur data plus i fois la taille des éléments qui sont stockés dans notre tableau. Alors,
Tout ça, ce sont des informations privées. Maintenant, au niveau public, eh bien, il faudrait avoir évidemment un constructeur, un destructeur. Alors, de nouveau, on a fait à très bas niveau. Donc, notre constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit en paramètre le nombre d'éléments qu'il va y avoir dans notre tableau. Et puis, il copie ce nombre dans l'attribut taille. Il alloue la mémoire nécessaire. Donc, il utilise opérateur new pour allouer n fois la taille d'un élément t, qu'il réinterprète comme étant un pointeur de byte. Il le reçoit comme un pointeur de void, mais sur les pointeurs de void, on n'a pas accès à l'opération d'addition. Donc on choisit de faire avec des pointeurs de byte où on peut faire plus 1 ou plus i fois size of de t. Ensuite, on doit initialiser tous ces éléments et donc on les construit en place ici avec le new en place. Et on les construit par défaut. Le destructeur fait une boucle sur tous les éléments, appelle le destructeur de chacun des éléments, et puis libère la mémoire avec opérateur delete. Superficiellement, ce code a l'air bien, mais en fait c'est une catastrophe au niveau des exceptions. Si on reprend le constructeur, il spécifie la taille avant d'être sûr d'avoir pu créer tous les éléments. On ne peut pas exclure que le constructeur par défaut des objets de type T lance une exception. Et donc si c'est le cas, la taille ne sera pas bonne. Et par ailleurs, et si la taille n'est pas bonne, il est exclu qu'on arrive à détruire correctement tous les objets qu'on vient de créer. Alors, on pourrait faire un tout petit peu mieux en descendant taille à la place de notre variable boucle. Et dans ce cas-là, si un des constructeurs par défaut du type T lançait une exception, en tout cas la taille serait bonne, ce qui serait positif. Parce que si la taille est bonne, on a une chance de pouvoir détruire tous les éléments qu'on vient de construire pour arrêter les choses proprement. Malheureusement, ce ne sera pas le cas parce que quand un constructeur lance une exception, le destructeur de l'objet n'est pas appelé. Parce que tant que le constructeur n'a pas fini de construire, il ne va pas provoquer l'appel à un destructeur s'il y a un problème dans le constructeur. Donc ici, si le 5e constructeur par défaut de type T lève une exception, on ne détruirait pas les 4 premiers qui ont été bien construits et on ne libérerait pas la mémoire qui a été allouée pour data. Donc ce serait une catastrophe. On peut faire un petit peu mieux en entourant notre boucle for dans un try-catch. Donc s'il y a dans ce cas-là un problème au niveau de la boucle, donc si un des constructeurs lève une exception, comme nous avons la bonne valeur de taille et comme data a été bien alloué, on est dans la bonne situation pour pouvoir détruire. Et donc dans ce cas-là, on pourrait appeler explicitement le destructeur et ça fonctionnerait. Mais on peut faire mieux. Je vous l'ai déjà dit dans le chapitre sur l'allocation dynamique, moi je n'aime pas utiliser try et catch. Tant que possible, je veux les éviter. Et si on veut faire mieux, il y a une technique qui fonctionne très bien, qui consiste à écrire 2 constructeurs. Ici, j'ai écrit un constructeur par défaut. Alors, le constructeur par défaut construit un tableau de taille 0. Et donc, il peut initialiser data avec null.ptr. Le constructeur où on spécifie une taille commence par appeler ce constructeur par défaut. Et puis, il fait exactement le code que je vous disais ne pas fonctionner de transparent plus tôt. La différence maintenant, c'est que comme l'objet a déjà été construit par défaut, eh bien, si le code de mon 2e constructeur lève une exception, le destructeur sera bien appelé. Et c'est cela qu'on voulait. Donc ça, c'est une technique qui fonctionne très bien pour éviter de ne pas avoir d'appel de destructeur quand votre constructeur plante. Par contre, évidemment, si vous faites ça, il est indispensable que dans le code de votre constructeur, vous garantissiez en permanence que vous êtes dans un état où le destructeur pourra faire son travail proprement. Ici, c'est le cas. Alors, une fois qu'on a nos constructeurs de création normaux, il faut considérer la possibilité de copier éventuellement, et avec un constructeur de copie ou avec un opérateur d'affectation. Clairement, dès qu'on a des pointeurs bruts dans nos attributs, on ne peut pas utiliser les valeurs par défaut.
Alors ici, on peut faire le plus simple possible. Les tableaux de taille fixe, il n'y a pas nécessairement de raison de vouloir offrir la possibilité de les copier tels quels. En tout cas, les tableaux natifs en C ou en C++ ne permettent pas cette possibilité. Donc ici, je ne la permets pas non plus. Mais par contre, il faut explicitement dire qu'on ne veut pas les mettre en œuvre. Sinon, on aurait la version par défaut qui serait créée. Donc ici, j'ai spécifié égal delete pour les deux. Donc il sera impossible de copier nos tableaux. Et puis finalement, il reste à mettre en œuvre les méthodes qui sont vraiment utiles. Alors on a besoin au moins d'une méthode qui nous renvoie la taille, éventuellement pour avoir une méthode supplémentaire qui nous dit s'il est vide ou pas, mais en général, comme les tailles ne vont pas changer, c'est pas très utile. Par contre, savoir la taille, c'est important. Donc on a ça, on a une méthode size qui nous renvoie la taille. Et puis on a besoin d'une ou l'autre méthode pour accéder aux éléments. Alors typiquement, on va en écrire deux. On va écrire une méthode pour les tableaux non constants, pour lesquels on va renvoyer une référente non constante, donc dans laquelle l'utilisateur peut écrire, et puis une méthode pour les tableaux constants qui fournit la référence uniquement en lecture. Alors typiquement, ces deux méthodes ont exactement le même code, simplement c'est le type de retour qui est différent. Et ici, le code est très simple. On accède à l'adresse mémoire de l'élément i avec notre fonction privée ptr. On réinterprète ce pointeur qui nous est renvoyé, qui est le type de renvoi le type de retour de ptr, c'est un byte pointer. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de le considérer comme étant un élément de type t. Donc on le réinterprète comme un pointeur vers t. Et puis on le déréférence avant de retourner la référence correspondante. Et donc voilà. Alors c'est évidemment un travail qui peut sembler inutile d'avoir écrit cette classe tableau, puisqu'elle est largement disponible, enfin elle est déjà disponible en C99, elle est disponible en C++ si vous utilisez les extensions GNU, et évidemment elle ne serait pas très pertinente par rapport à utiliser Standard Vector si vous voulez utiliser en C++ standard. Mais néanmoins, elle nous a permis d'introduire un certain nombre de concepts intéressants. Le calcul de l'adresse, pour voir ce qui se passe au niveau physique. Et puis, ces notions du constructeur, de comment écrire un constructeur pour qu'il soit robuste en termes d'exception. Et c'était ici un cas difficile puisque nous avions plusieurs endroits dans le constructeur où on risquait d'avoir des exceptions qui étaient levées. On pouvait avoir des exceptions levées à l'allocation dynamique de data et on pouvait avoir taille exception qui était levée par les différents constructeurs des éléments. Et donc dans ce cas-là, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait parce que dès qu'on a dès qu'on a un risque de levée d'exception après avoir alloué des ressources, ce qui était le cas ici, eh bien il va falloir gérer ça proprement. Une des gestions possibles, c'était de le faire avec un try et un catch. L'autre, c'était d'avoir d'abord la construction par défaut et puis le constructeur avec une capacité fixée. Voilà, merci pour votre écoute.